Salut tout le monde. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait très longtemps même. On est en vacances. Ici au Japon, c'est Obon. Et pendant Obon, bon, bah, les enfants viennent voir les grands-parents, comme on peut l'entendre derrière là. Mais aussi le Japon est fermé, donc du coup j'ai vraiment rien à faire de mes journées. C'est-à-dire même Amazon, il n'y a pas de livraison. Si on a un paquet qui doit arriver, quelque chose à préparer sur une voiture, tout est fermé. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour moi pour faire une petite vidéo sur l'espèce de paquebot qui est derrière là et expliquer un petit peu pourquoi quelqu'un qui a même pas 40 ans choisit de rouler dans une voiture qui en général appartient à des petits vieux. Allez, on va faire un petit tour. Monstre. Alors, petit tour du paquebot. Donc c'est une Jaguar XJ X351, c'est le code châssis, de 2011. Au Japon, elles ont toutes les premières ont soit le 5 litres atmosphérique, soit le 5 litres superchargé. Celle-ci, donc c'est le 5 litres atmosphérique, il développe je crois 385 chevaux à peu près. Et en coupe, je sais pas. Donc elle a de quoi se bouger, mais c'est vrai qu'en général c'est des voitures qui sont bon, ça a tendance à attirer plus les petits vieux que des personnes qui n'ont pas encore la quarantaine. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas très vieux va vouloir être attiré par ça? Alors le premier truc c'est que, il se fiche royalement de la fiabilité de la voiture. C'est pas du tout une voiture qui a été très fiable pour moi. Disons que c'est jamais des gros problèmes, même si on va en parler, des gros problèmes peuvent arriver. Mais il y a toujours des petits trucs qui soit empêchent complètement de rouler la voiture, soit qui sont au mieux très chiants. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui a toujours été à faire dessus. Tu vas fermer ta gueule, toi? Il est où? Bon, peu importe. Et donc depuis les 6 mois que j'ai eu environ que j'ai la voiture, ça fait à peu près 6 mois, je vais l'avoir en février, on est en août, un peu plus de 6 mois. Compresseur de clim 2 fois, puisque j'ai eu la voiture avec le compresseur de clim qui était mort, je l'ai remplacé, et le compresseur que j'ai remplacé est mort aussi. 2 problèmes différents, mais même résultat, remplacement du compresseur de clim. Assez raisonnable niveau prix, environ 250 €, je crois 300 € à peu près arrivé chez moi pour un compresseur de remplacement, donc très raisonnable. Ensuite, casse catastrophique d'un plastique qui tenait du liquide de refroidissement qui était situé à l'arrière du moteur. Donc un bon 3-4 heures de boulot, mais encore pas très cher, 80 € à peu près, 70 € pour avoir la pièce. Sinon, un claquement à l'avant de la voiture qui était en partie dû au bushing de barre de stabilité, barre anti-roulis qui claquait, qui donc la barre anti-roulis tapait sur la voiture. Ensuite, le ciel de toit qui ne tombe pas encore, mais on va devoir le faire un jour parce qu'on va pouvoir le voir. Par exemple ailleurs, ici, voyez là ça commence un peu à se décoller et c'est pas très bon signe. Ça va pas durer très longtemps et en général le ciel de toit vient avec. Donc voilà. Ensuite, bon alors ça, normalement il peut y avoir de la rouille ici, mais il y a eu un rappel de Jaguar, donc celui-ci a été remplacé. Par contre, le couvre-ciel de toit, donc le sunshade, lui aussi cassé. On va voir, ça fait un bruit absolument horrible. Mais bon. Alors pourquoi est-ce que si on ne s'intéresse pas à la fiabilité, et si on est surtout capable de faire encore à peu près tout soi-même, pourquoi est-ce qu'on va vouloir un truc pareil? Primo, ça m'a coûté vraiment pas cher. Quand on voit la qualité de l'intérieur, donc siège en cuir, siège chauffant, siège refroidissant, siège massant, les 2 passagers avant, siège refroidissant et chauffant uniquement l'arrière, pas massant, désolé pour les personnes derrière. Ensuite, bon bah quand même 400 chevaux, ce qui est quand même très raisonnable. On va d'ailleurs la prendre pour faire un petit tour tant qu'on y est. Hop.
Donc 400 chevaux qui est quand même pas mal du tout, hein. Pour une voiture de tous les jours c'est même très raisonnable. Hop. Une des premières voitures à avoir un écran, une des premières voitures de série à avoir un écran tactile comme ça. En général, c'était encore toutes les voitures de l'époque avaient des aiguilles normales, quoi. Et donc ce n'est pas le cas avec celle-ci. Ensuite, et faut bien l'avouer, hein, le principal truc, vu tous les problèmes qu'elle a, eh ben, elle coûte pas cher. Elle coûte pas cher du tout même. Puisque c'est une voiture donc, qui m'a coûté, alors on va parler en euros, donc avec toutes les taxes payées, la livraison chez moi, puisque bah, j'ai même pas vu la voiture en personne, hein, avant de l'acheter, donc elle est arrivée chez moi et c'était, bah voilà, c'est ta nouvelle voiture. Total, j'en ai eu pour à peu près 7000 €. Donc pour une voiture qui avait donc 116 000 km quand je l'ai eu, elle en a 122 000 maintenant. 7000 €, c'est difficilement battable, hein. Faut savoir que les Japonais ici, donc, bah en fait ils ont peur, hein, tout simplement, de voitures dans ce style. C'est pas du tout il n'y a pas de garage, il n'y a pas de petits garages qui vont pouvoir s'en occuper. Les pièces coûtent une fortune absolue. Les garagistes ici, c'est des enculés. Enfin, c'est des enculés. Il y en a des biens, hein, c'est comme partout, mais on va dire que la proportion de connards est largement pire qu'en France. Donc, il voit quelqu'un débarquer avec une Jaguar et dire « Moi, je sais pas ce qui se passe, il y a un bruit. » Et il y a les mecs, ils ont des symboles de yens qui commencent à flasher dans les yeux. Donc, on se retrouve avec des Jaguars qui ici décotent énormément. Faut savoir que c'était une voiture qui coûtait quelque chose comme... bah, c'est une version portfolio, donc quasi presque toute option. Qui coûtait à peu près 100 000 €, je dirais, quand elle était neuve. Et 100 000 €, enfin, au Japon avec le taux de change, ça fait beaucoup. Surtout quand on voit l'entretien qui est nécessaire après derrière et la fiabilité de la chose. Donc voilà, alors les autres problèmes qu'il me reste, hein, sur cette voiture maintenant que je l'ai, il n'y a plus grand chose, il y a toujours un léger petit claquement à l'avant, donc là on est passé en fait beaucoup moindre que ce que j'ai eu quand j'ai acheté la voiture, mais on est passé, donc je pense, les têtes de suspension qui restent à faire, qui sont aussi connues pour partir en morceaux, et donc ça crée du jeu et on se retrouve avec un petit claquement sur les deux côtés qui est assez simple à réparer. Pareil, pas très cher, mais il faut le faire et surtout ne pas se fournir chez Jaguar au niveau des pièces. Ensuite, là, on rigole un peu moins, donc c'est le sunshade du toit. Bon, je vais pas l'ouvrir là, parce que c'est un peu chiant. Alors lui, c'est le moteur qui part en vrille, enfin les engrenages du moteur, le moteur non, les engrenages autour du moteur, donc je pense que ça serait possible de restaurer l'assembly, donc toute la pièce en elle-même, et juste remplacer les engrenages en plastique qui partent en vrille. Faudra que je vois quand je sortirai le moteur, mais sinon le moteur en lui-même, bon, c'est 700 €, hein, quand même, puisque c'est une pièce cette fois-ci Jaguar qui est spécifique Jaguar, alors que beaucoup de pièces moteurs etc c'est du Fomoco, donc Ford Motors Company, ou alors de l'électronique Denso, des trucs dans le genre, donc ça peut normalement se trouver, mais là pour cette pièce là c'est du Jaguar, donc pas l'idéal à acheter. Ensuite on se retrouve avec quoi d'autre, je réfléchis un petit peu. Alors oui, pour le prop shaft, je sais pas, l'espèce de gros tube là qui relie le moteur au train arrière, le gros tube en métal, je sais pas les noms en français, hein. Bon bref, il y a une espèce de petit joint qui a du jeu, et quand je reviens au neutre ou quand je lâche l'accélérateur pour appuyer juste après, j'entends un petit clank, très léger petit clanking, un petit bruit
qui est pas censé être là. Donc en général ça c'est le joint, c'est une sorte d'une U-joint qui se retrouve, donc qui tient tout ça en place, et qui quand il se fait vieux, bah, il a un petit peu de jeu et il faut le faire. Sinon à part ça c'est assez raisonnable, j'ai plutôt de la chance, tout se passe plutôt bien. Les trucs à vérifier aussi de cette voiture là, donc il s'agit du 5 litres AJV8, donc on va retrouver dans les Land Rover Discovery, qu'on va retrouver dans le Discovery 4, qu'on va retrouver dans les Jaguar évidemment. Il se retrouve où aussi celui-là? Dans les Range Rover aussi, Range Rover Sport et Vogue, donc début 2010, 2015. Et ils ont un gros problème, donc ce sont des circuits à chaîne, avec des chaînes de distribution, et le problème c'est que les guides de ces chaînes de distribution sont faites en plastique, et évidemment ce plastique s'use avec le temps, ce qui fait que la chaîne se détend, et donc si elle se détend un peu, bon ça va, il suffit de changer les guides de chaîne, bon ça passe. Si elle se détend trop, bah, elle peut sauter, la chaîne peut aller jusqu'à sauter un peu, et bah, on se retrouve avec un moteur qui est bon à la poubelle. Autre chose, donc même problème que j'ai eu avec tous le circuit de refroidissement. Tous les plastiques du circuit de refroidissement sont susceptibles de péter de façon catastrophique à n'importe quel moment, parce que tous les plastiques Jaguar c'est de la merde. Mais alors à un point, vous n'avez pas idée. Vraiment catastrophique, hein, extrêmement mauvais, et donc on se retrouve avec des plastiques qui cassent, qui se fendent mais d'un seul coup, et il y a l'intégralité de tout liquide de refroidissement qui se décharge purement et simplement sur la route, comme si de rien n'était. Donc d'un seul coup évidemment warning sur le tableau de bord, donc ça pour le coup très réactif, le warning du tableau de bord. Merci Jaguar, ils avaient compris. Je sais pas si là, ça me semble un peu trop comme pour le Jaguar. Ouais. Ils avaient compris qu'il fallait que ce soit réactif, et quand ça m'est arrivé pour un des tuyaux donc à l'arrière de la voiture, bah en fait le résultat était pas mal. Ça l'a bien fait. Je vais essayer de faire un demi-tour là et revenir vers chez moi. Et ben voilà, bien. Hop. Et donc oui, fluide catastrophique, bref, arrêter la voiture tout de suite. Heureusement c'est arrivé juste à côté de chez moi, alors ça j'ai eu un coup de bol quand même assez monstrueux. C'est vraiment arrivé à côté de la maison, et du coup bah, ça s'est plutôt bien passé. Aucun vrai souci. Je suis rentré, elle a fini de vider tout son liquide de refroidissement dans mon chez moi, et si je croise quelqu'un maintenant, je suis dans la merde. Bref, donc dans l'ensemble une voiture, faut en vouloir, donc une des principales raisons pour laquelle je l'ai acheté, c'est bien sûr le ratio performance prix confort. Un confort absolument incroyable pour une voiture comme ça, même si donc avant cette Jaguar là j'avais la version d'avant, la X350, donc celle-ci, la X351 que j'ai maintenant, n'a des suspensions à air qu'à l'arrière, alors que la X350 elle avait des suspensions à air à l'avant et à l'arrière. Et oui, bon, alors c'est sûr que niveau réactivité au volant c'est beaucoup mieux, hein, c'est même difficilement comparable avec ce que c'était, qui était assez, ça flottait quoi, je veux dire, la X350. Mais par contre la X350 avait un aspect canapé sur roue qui était absolument incroyable, vraiment fantastique. Et c'est vrai que c'est un peu, quand j'achète ce genre de voiture là, en recherchant un peu ça, c'est-à-dire que des voitures de sport, des voitures de rallye, j'en ai, je cherche pas de compromis, je cherche pas un truc qui fait un peu tout. Et c'est vrai que celle-ci est vraiment bien niveau conduite, vraiment agréable, beaucoup plus légère qu'elle en a l'air. Elle a l'air beaucoup plus légère, enfin les sensations d'une voiture beaucoup plus légère qu'elle ne l'est vraiment, pardon. Mais on se retrouve avec une voiture qui pêche un peu par rapport au confort de la génération d'avant.
Et c'est vraiment mon plus gros regret sur cette voiture, qui est quand même absolument remarquable, de par son confort et sa sportivité, pas de par sa fiabilité. Mais on se retrouve avec une voiture qui est un peu trop ferme à mon goût, on va dire. Pas trop Jaguar. C'est le genre de suspension qu'on pouvait retrouver sur les XK avant. Donc quelque chose qui reste confortable et agréable, mais qui reste quand même assez ferme et avec l'expérience de conduite qui est privilégiée par rapport au confort. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche avec Jaguar. Ensuite, à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre. Enfin, il n'y a pas grand chose d'autre à part faire une liste. Déjà, quoi, 10-15 minutes de vidéo là. Ouais, 15 minutes de vidéo. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter sur la voiture, mais c'est vrai que par rapport au prix, on est sur un équivalent de classe S, que personnellement je trouve supérieur à une classe S. Pour beaucoup de raisons. Déjà les intérieurs qui sont pas déprimants façon allemand, parce que les Allemands nous dépriment dans leurs intérieurs, c'est toujours très gris, très noir, et là on se retrouve avec une Jaguar qui est voilà, elle sent bon, ça fait du bien quand on rentre dedans, quoi. C'est agréable, voilà, on est bien dedans quand on arrive dedans. Mais on se retrouve voilà, avec une voiture qui manque un petit peu de fiabilité. Bon, je pense que voilà, c'est tout. J'ai juste envie de faire un petit tour, aller rouler un petit peu juste à côté de chez moi et en profiter pour vous partager un petit peu le pourquoi du comment j'ai acheté ce paquebot à 39 ans. Maintenant vous avez la réponse, c'est vraiment pas cher et c'est un confort qui est absolument imbattable par rapport à toutes les voitures en fait ouais, à peu près toutes les voitures modernes qui existent aujourd'hui, quoi, sans pour autant être déprimant et allemand, ce qui est donc la principale raison de mon achat. Hop. Heureusement je suis le seul connard à rouler avec un gros truc ici, c'est cool. Ok, bon bah écoutez, on se revoit sur mon prochain rallye. C'est vraiment de la petite vidéo à la con, juste parce que j'avais dit que je partagerai un petit peu le pourquoi du comment j'ai acheté ce monstre. Donc j'espère quand même que ça n'aura pas été trop chiant à regarder. Comme d'habitude, hein, pas vraiment de montage ou quoi que ce soit, mais on se revoit au prochain, peut-être au prochain rallye. J'essaierai de faire une petite vidéo un peu plus montée. Donc prochain rallye qui est dans 3 jours, c'est samedi prochain, et qui avec un peu de chance se terminera mieux que le dernier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez la vidéo de Bakajon, B-A-K-J-O-N, et vous verrez comment mon dernier rallye c'est fini. Très vite, c'est fini très vite. En tout cas, jusqu'à la... Putain, c'est pas spécialement entretenu cette route là. Bon bref. En tout cas, on se revoit soit sur une autre vidéo de JC, Bakajon, soit une autre vidéo un peu random que je ferai sur un rallye moi-même sur cette chaîne. Et à la prochaine, bye bye.